Merci d'abord pour cette invitation. Merci pour ce travail que fait l'Archipel des Envois. On s'est rencontrés il y a déjà quelques mois. J'ai eu le plaisir de vous accueillir à l'Assemblée et je n'ai pas regretté ce moment avec vous. Quand on m'avait invité ici, comme je fais souvent, je n'ai rien préparé. Parce que je me suis dit, il y aura des témoignages et il faut se laisser porter par les témoignages qui arriveront et on verra bien où ça nous amène. Parce que finalement, le chemin de la vie, c'est un chemin dont on ne sait pas très bien où il va vous amener. On sait à peu près d'où il part. On sait malheureusement à peu près où il se termine. Mais au milieu, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prévues. Et donc j'ai écouté très attentivement tout ce que vous avez dit et il y a plein de réflexions qui me viennent. Alors, il y en a qui sont liées à ma vie, à moi. Je suis toujours aussi ému, hein, excusez-moi. Parce que moi, je n'ai pas été fort. Moi, j'ai pas été fort. Moi, j'ai été faible. J'étais sans ressources, j'étais sans énergie. Et quand on est dans la grande misère, dans la grande précarité, ben moi, quand je me levais le matin et que j'étais en vie, un jour sur deux, je me disais, merde, ça continue. Donc, c'est aussi ça qu'on doit affronter très prosaïquement quand vous êtes dans l'exclusion totale. Alors, moi, je savais de l'échange, donc ça ne se voyait pas trop avec mon épouse et mes enfants, mais mes enfants, un jour, on leur a demandé à l'école comment ils s'estimaient, s'ils s'estimaient être dans une catégorie plutôt pauvre ou riche. Alors, je dit à mon fils, t'as dit quoi? Il m'a dit, j'ai répondu riche. Je lui ai dit, mais attends, on habite dans un cabanon au milieu de la forêt. Si, on est riche. Dès qu'il y a un nouveau DVD de Disney, tu te débrouilles pour nous l'acheter. On fait une raclette tous les vendredis. Je fais du sport, c'est vachement bien. Et là, j'ai compris aussi que la manière de voir les choses, c'était pas la même pour lui et ma fille, enfin pour les enfants et nous. Le jour où le seul radiateur qu'on avait dans le cabanon a claqué au mois de février, et donc il n'y avait plus de chauffage du tout, et il n'y a pas d'isolation non plus, et qu'il faisait 5 degrés, et que la couette de mon fils était gelée dans la fenêtre, je ne suis pas sûr que ce jour-là, il considérait qu'il était riche. Et quand se lever dans le froid, c'est quand même un moment extrêmement difficile, et on se dit on va le faire quand même parce qu'à l'école, ils auront chaud. Ce que je veux dire, c'est que c'est des histoires comme ça. La pauvreté, l'exclusion, c'est du quotidien comme ça. C'est des journées qui durent 2-3 fois plus longtemps que celles des gens qui vivent dans un quotidien apaisé. Une semaine, un mois, une année dans un cabanon, c'est pas la même chose que dans un appartement chauffé où on peut se reposer quand même de temps en temps, même si on a des états d'âme et des gros soucis. Et c'est encore plus court qu'une journée, une heure, un mois, une semaine pour un type ou une femme et ses enfants qui vivent dans la rue. Ça, c'est ce qu'il faut qu'on rappelle. C'est l'humain derrière tout ça. Ça ne peut pas être que des chiffres. Et pourtant, vous l'avez dit en entrée, 8,5 millions de pauvres en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la deuxième région de France, c'est la pauvreté. Il y a plus de gens dans notre pays qui vivent dans la pauvreté que de gens qui vivent en Auvergne-Rhône-Alpes. Il faut qu'on se dise que l'enjeu est à ce niveau-là. Ce n'est pas quelques-uns, ce n'est pas ceux qu'on va rencontrer au coin de la rue, ce n'est pas ceux qui vont tomber dans notre famille ou parmi nos amis. C'est un phénomène de fond. Et moi, je vais vous dire un truc qui est très pessimiste. C'est que plus la pauvreté est grande, plus le pays s'y habitue. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et quand vous voyagez un peu, vous vous rendez compte que la société telle que certains voudraient l'imaginer, elle existe. Allez en Argentine, par exemple, allez à Buenos Aires. Une favela de 150 000 habitants, au pied des tours des gens les plus riches, tout se passe bien. Le pays n'explose pas. Le pays accepte, finit par s'habituer. Donc aujourd'hui, on voit bien que l'explosion de la pauvreté conduit à ça, malheureusement. Au lieu de conduire à un réveil et le coup de gueule de l'abbé Pierre, j'étais avec les compagnons d'Emmaüs il y a 2 jours dans mon département, au lieu d'avoir un coup de gueule, c'est pas ça qu'on entend aujourd'hui. On entend
Et moi, je peux le dire d'autant plus facilement que je l'ai entendu de la bouche d'un ministre. Tu sais, Michel, toi, avec ton parcours, ton histoire, tu t'intéresses aux pauvres, bon, c'est normal, on ne peut pas t'en vouloir. Hein, en gros, t'es pauvre, bon, t'es pauvre, quoi. Hein, c'est normal, tu t'occupes d'eux. Mais enfin, quand même, chez nous, il y a quand même des gens qui pensent qu'on fait quand même beaucoup pour ces gens-là. C'était une conversation qui n'avait pas lieu en face à face. Hein. J'étais au téléphone, au volant de ma voiture, heureusement, parce que je pense que la suite aurait été un peu plus rugbystique. Pour pas dire, on serait revenu à la boxe, je pense. Mais on entend ça. On l'entend. Regardez ce qui se passe avec les migrants en ce moment. On n'en veut pas nulle part. J'ai vu ce matin une photo de mères avec leurs écharpes bloquer un bus pour pas que ces gens-là viennent sur leur territoire. Elles sont où les valeurs de la République? Elles sont où? Donc pour ça, moi je suis de plus en plus pessimiste. Quand on a refait le RSA, et les gens, le RSA socle, on a fait un bon travail avec quelqu'un qu'on ne pourra jamais soupçonner de ne pas s'intéresser à ces sujets-là. Je pense à mon collègue Sirugue, qui est aujourd'hui ministre. Mais je me souviens dans les débats, comment ça s'est passé. Le RSA d'activité, 70% des populations qui y ont droit n'y faisaient pas appel. Parce qu'ils estimaient que c'était de l'assistanat, le mot le pire de la terre, en tout cas dans la langue française, et donc ils n'y allaient pas le chercher. Donc on a fait un RSA socle pour que ça soit mieux. Mais quand il a été conçu pour que 50% de ceux qui ont droit, ils fassent appel. Pas 100%. Parce que 100%, ce n'était pas possible budgétairement. Donc on fait un truc, donc vous y avez droit, vous ne faites pas appel, heureusement, et on est effectivement aujourd'hui dans des solutions comme ça, qui sont des solutions d'acceptation de la misère. On fait juste attention à ce qu'elle ne soit pas trop violente pour les âmes sensibles qui habitent dans le 7e arrondissement, quoi. Il faut juste quand même essayer de dire qu'on va avancer un peu, mais on ne va pas assez vite, et on ne va pas assez loin. Et en écoutant ce que vous disiez, moi, j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, il faut qu'on se mette en colère. Mais vraiment en colère. Il faut revenir à la colère de Hugo. Victor Hugo est député en 1800, je crois que c'était en 1885 ou 6, je ne sais plus, à l'Assemblée. Un discours extraordinaire où il dit « Je vous demande, je parle ici de réduire la misère, d'éliminer la misère, pas de m'accoutumer, pas de faire mieux, de la supprimer. » 150 ans après, on a aujourd'hui les moyens de le faire. Moi, je vous le dis, dans ce pays, on peut supprimer la misère, la grande pauvreté. On ne va pas régler tous les problèmes, mais on peut le faire. C'est une question de volonté politique. On est la 5e puissance au monde. On a de l'argent. C'est pas vrai, c'est de nous dire que ce pays est exsangue, c'est faux. On est le pays qui rémunère le plus les dividendes des actionnaires en Europe. On est le 3e au monde. Donc, on peut le faire. Et je vous rappelle que les dividendes, ce n'est pas du travail. Ce n'est pas pour des gens qui travaillent, puisqu'on nous dit que, voilà, la problématique du travail. C'est pour des gens qui ne foutent rien. Donc la valeur travail, elle est pour ceux qui ont besoin de bouffer, pour ceux qui au quotidien se battent comme nous. La valeur des dividendes des actionnaires, ce n'est pas des gens qui bossent. Il faut remettre les choses dans le discours dans le vrai sens. Donc là, ça passe par la colère. Je pense que ça passe par la colère. Et moi, je me bats maintenant, effectivement, sur un sujet fondamental qui est le revenu universel. Le revenu universel, c'est une révolution. C'est aussi important que la création de la sécurité sociale. Et je vous rappelle quand même que la sécurité sociale, elle a été créée en 1945, à la sortie de la guerre, dans un pays en ruine, dans un pays exsangue, où il n'y avait pas d'argent. Eh bien, on a créé la sécurité sociale, on a créé les retraites, on a créé tout ça là, à ce moment-là, et ça n'a pas mis le pays en faillite. Ça l'a enrichi. Parce qu'en fait, le jour où on va commencer à s'attaquer à la pauvreté, à la grande misère, on va trouver des solutions qui vont servir à l'ensemble du pays. On n'est pas un problème, on est une solution. Moi, je me suis rendu compte de ça un jour où j'étais dans la vraie difficulté dans ces grands moments et où je m'engueulais avec ma mère au téléphone qui ne comprenait rien, qui ne comprenait pas que j'avais
pris une femme qui avait 2 enfants, qu'on allait avoir un bébé, qu'on habitait dans des conditions qu'elle ignorait en partie, heureusement. Et j'ai eu un déclic, je lui ai dit, écoute, tu sais, on va arrêter de parler. On va se fâcher. On ne se parlera plus de notre vie, tant pis, c'est pas grave, ça fera mal, mais je lui ai dit, et ça m'est venu à l'esprit comme ça, au lieu de penser qu'on ait un problème, pense que tu as un fils qui va être papa, qui élève 2 enfants, qui a pris une femme qui a été en difficulté sous son aile, et qu'il est debout, qu'il n'est pas mort, qu'il tient debout. Et je lui dis, tu devrais être fier de ça, et de considérer que c'est ça la solution, et que ce n'est pas le problème. Et elle l'a compris. Ça a tout changé. Ça a changé beaucoup de choses dans nos relations. Mais c'est ça qu'il faut qu'on dise. Et le revenu universel, ça procède de ça. Ça procède d'une révolution bien plus grande. Pourquoi il faut le faire sans limitation de revenus, etc. Parce que si on le fait pour tout le monde, eh bien on ne contrôle plus personne. C'est un droit. Et un droit, on l'a. Point barre. On n'a pas besoin de savoir avec combien on a de brosses à dents, effectivement, dans sa salle à manger, ni si on va au bon rendez-vous pour un boulot qu'on n'aura pas. Voilà, ma femme, elle a 55 ans, elle est au chômage, elle a pas de formation. Je veux dire, elle peut bien faire tous les entretiens de la terre qu'elle veut. Elle ne trouvera pas de travail parce qu'il n'y en a pas. Moi, je suis député, je peux lui en trouver un bidon, par piston. Mais si je fais ça, je ne me regarde plus bien dans la glace, parce que ce n'est pas mes valeurs. Mais c'est ça la réalité des choses. Quand les gens vous disent « mais il faut qu'on travaille plus en France », mais travailler plus comment? Avec quoi? Quand on informatise une entreprise aujourd'hui, qu'elle gagne en compétitivité, y compris pour les marchés, eh bien, elle fonctionne, au lieu d'être avec 10 salariés, elle fonctionne avec 4. C'est ça l'ère numérique dans laquelle on va rentrer. Le plein emploi, il ne faut pas rêver, ça ne reviendra pas. Donc ceux qui nous disent ça nous mentent, et ils le savent. Par contre, on a des solutions. C'est remettre le travail dans une autre place, et moins au centre de notre vie, mais comme un choix. On parlait tout à l'heure de bénévolat. Moi, je suis pour le bénévolat quand il est actif. Est-ce que le bénévolat ne rapporte rien à la société? Les mecs qui, tous les week-ends, vont entraîner des gamins à jouer au foot ou au rugby ou je ne sais pas quoi, plutôt que d'être dans la rue. Les gens qui s'occupent de leurs aînés. Les gens qui créent de l'animation dans leur ville. Les gens qui s'occupent de la culture. Est-ce qu'ils n'apportent rien à la société? Bien sûr qu'ils apportent quelque chose de fort, mais ils apportent quelque chose qui n'est simplement pas marchand. Donc, pour nos grands énarques, pour nos économistes, ça n'a aucune valeur. Eh bien, le revenu universel, ça permet de donner une valeur à tout ça aussi. Ça permet de redonner le choix. Ça permet de redonner l'envie de travailler, contrairement à ce qu'on pense. Parce que le mec qui va travailler 1 heure, quand il aura ce revenu-là, eh ben, c'est du pouvoir d'achat en plus qu'il aura directement. Moi, certains jours, quand j'allais travailler, quand j'étais au RMI, parce que j'ai pleuré, moi, pour devenir RMiste. À 40 ans, tu pleures beaucoup, mais alors moi, je pleure beaucoup aussi. Et moi, à 40 ans, je me suis vu devant un guichet de la CAF pleurer pour qu'on accepte que je devienne RMiste. J'avais beaucoup galéré dans ma vie, mais je vous garantis que le jour où vous pleurez simplement et vous dites c'est juste pour que je devienne RMiste, alors là, vous avez quand même l'impression qu'il n'y a plus grand-chose en face de vous. Donc, ces jours-là, quand j'allais travailler, parfois, ça me coûtait de l'argent. De venir à Paris, alors je voulais travailler parce que j'aimais travailler et que c'était mieux que rien. Mais le travail, on l'a ou on l'a pas. On a envie ou on n'a pas envie. Mais aujourd'hui, il faut qu'on redonne le choix. Et c'est une vraie révolution qu'on va mener, si on y arrive. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit moi qui le verrai. Peut-être que ça sera la génération de mes enfants, mais moi je suis sûr qu'on va y arriver. Mais je vais finir parce que je n'ai déjà dû pas dépasser les 15 minutes, comme d'habitude. Parce que moi, la parole, j'ai l'habitude de la prendre. Hein. Puis alors, une fois qu'on me la donne, j'ai l'habitude de ne plus la lâcher. Ce que je veux vraiment faire passer ici comme message, c'est mettons-nous en colère. Regardons de très près le revenu universel et ce que certains veulent en faire. Parce qu'il faut se méfier très fortement, quand même, de ce qu'on va mettre dedans. Donc, ça serait beaucoup plus long pour expliquer, mais il faut être très attentif et très déterminé là-dessus et dire que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que les gens vivent dans nos rues. Ce n'est pas possible que la misère frappe comme ça. Aujourd'hui, il y a un seul argument
qu'il faut renverser et qui peut peut-être bouger et remettre les gens en colère. Aujourd'hui, tout le monde a peur de l'exclusion, a peur de tomber. Et je dis à juste titre. Parce qu'aujourd'hui, vous avez effectivement une pauvreté qui est endémique, qui est parfois dans certaines régions générationnelles. Je connais des coins, y compris en Ile-de-France, où vous avez 3 générations de familles, 3e génération où personne n'a travaillé. Personne. C'est-à-dire que c'est des enfants qui sont devenus même parents, qui sont devenus parents puis grands-parents, et personne n'a travaillé réellement dans sa vie. Parce que c'est des déserts en termes d'emploi, parce que c'est des déserts en termes de misère. On a très bien ça en Angleterre, on parlait de Liverpool, hein, c'est pour ça qu'il faut trouver des solutions à Liverpool. C'est une ville qui est sinistrée de cette façon-là. On a des coins dans le nord où c'est comme ça. Donc, bien sûr qu'il faut se remettre ça en route et qu'il faut se battre. Bien sûr qu'il y a ces pauvretés-là. Mais il y a aussi la pauvreté qui est celle de l'accident de la vie, qui est de plus en plus importante. Perte d'emploi, une maladie grave, un divorce, tout est terminé. Tout est terminé. Vous êtes un peu endetté pour avoir acheté votre pavillon, pour être un peu tranquille, et c'est fini. Et tout le système se barre en vrille en quelques minutes. Et ça, tout le monde peut être confronté à ça. Et je crois qu'il faut commencer à dire ça, que nos enfants, nos parents, nos voisins, nos amis ne sont plus à l'abri du risque et qu'il n'y a rien, si ce n'est un changement total de société et de fonctionnement de cette société, qui les mettra à l'abri. Le reste ne les mettra pas à l'abri, ce n'est pas vrai, et on le voit tous les jours. En député, on le voit tous les jours dans nos permanences, on voit les gens qui viennent, et là, c'est terrible. Voilà. Et dernière chose que je voudrais dire quand même, parce que c'est important. Moi, je ne crois pas qu'il y ait des gens plus forts que d'autres, ou plus malins. Je crois qu'on fait tous avec ce qu'on peut, au moment où on est. Par contre, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que quand la roue se met à vous broyer, quand le mécanisme se met en route, si vous êtes tout seul, vous êtes mort. La machine est beaucoup plus forte que vous. Personne ne peut s'en sortir sans la main tendue. Personne ne peut s'en sortir sans la solidarité. Personne ne peut s'en sortir sans des gens qui s'investissent. Personne ne peut s'en sortir sans le sourire de celui qui est en face, qui ne juge pas et qui va aider. Et ça commence aussi par les services publics. J'ai vu une directrice de Maison des Solidarités tout à l'heure en arrivant, que j'aime forcément beaucoup et elle sait pourquoi. Si je n'avais pas poussé cette porte-là, si je n'avais pas eu en face de moi quelqu'un qui a pris le temps de m'écouter et de ne pas considérer qu'on était un dossier parmi d'autres, je ne serais pas là aujourd'hui pour parler devant vous. Si je n'avais pas connu des psychiatres, si je n'avais pas connu des associations, si je n'avais pas connu des gens qui se dévouaient pour les autres, et dont on considère que ça n'a pas grande valeur, hein, ni les services publics, ni les associations, eh bien, je ne serais pas là pour en parler aujourd'hui avec vous. C'est pour ça que je te disais, moi, je ne me sens pas fort, et en tout cas, ni plus fort aujourd'hui à l'Assemblée nationale, certains jours où les choses ne vont pas comme on le voudrait, et ça arrive relativement fréquemment depuis 4 ans. Je vois qu'il y a des amis. Ni quand j'étais dans ce cabanon avec ma femme qui allait m'apporter la plus belle chose de ma vie, ce que j'avais toujours rêvé, et qui arrivait dans le pire endroit, dans le pire moment, dans la pire difficulté, la chose la plus merveilleuse qui me soit jamais arrivée, ma fille. Voilà. Merci. À côté de Marc, Michel Pouzol. À 52 ans, Michel est aujourd'hui député de la 5e circonscription de l'Essonne. Pour le présenter, je vais faire très court, puisque je vais simplement citer le titre de son livre, qu'il a écrit pour raconter son histoire, et qui résume autant que faire se peut son parcours. Le titre du livre, c'est « Du RMI à l'Assemblée nationale, député pour que ça change ». Il nous en dira plus s'il le souhaite.